La guerre en Ukraine pourrait entrer dans une nouvelle phase qui pourrait changer la donne. Une qui pourrait directement impliquer l'OTAN dans le combat. Après plus de 1000 jours de conflit brutal, l'Ukraine et la Russie intensifient leurs offensives. L'Ukraine lance des frappes plus profondes en Russie avec de nouveaux missiles longue portée, alors que Moscou s'efforce de progresser dans le Donbass. Mais le vrai choc, l'OTAN pourrait ne pas rester en marge beaucoup plus longtemps. Un rapport récent révèle que la France et le Royaume-Uni ont relancé des discussions sur le déploiement de troupes en Ukraine. Ces discussions ne sont pas seulement symboliques, elles visent à inverser le cours de la guerre et à y mettre un terme définitif. Mais de quoi parlent exactement ces discussions ? Jusqu'où la France et le Royaume-Uni sont-ils prêts à aller ? Et cela pourrait-il être le début de la prochaine grande étape de l'OTAN en Ukraine ? Le rapport du Le Monde souligne la coopération croissante en matière de défense entre la France et le Royaume-Uni, avec l'Ukraine au cœur des discussions, mais ne révèle que peu de détails. Bien qu'il n'y ait pas de mention directe de troupes de l'OTAN sur le terrain, les discussions suggèrent que les deux pays reconnaissent la nécessité d'une réponse plus forte et unie au conflit. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a récemment nourri les spéculations en exhortant les alliés de l'OTAN à arrêter de tracer des lignes rouges. Ces lignes étaient censées définir les limites des actions acceptables pendant la guerre, pas d'intervention directe, certaines armes interdites, des zones spécifiques hors limite. Mais avec le temps, ces lignes rouges ont perdu leur sens. Alors que la guerre se prolonge, l'OTAN et la Russie ont testé, tordu ou carrément ignoré ces soi-disant limites. Ce qui a commencé comme des limites claires n'est maintenant guère plus que des gestes politiques, laissant le conflit sans aucune règle réelle. Que se passe-t-il après la disparition de ces lignes ? C'est la question. Examinons comment l'évolution de la position de l'OTAN pourrait influencer le futur des conflits. Les lignes rouges de l'OTAN visaient à contenir l'agression russe et à empêcher l'extension du conflit au-delà de l'Ukraine. La première était d'empêcher l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en utilisant la menace de sanctions économiques comme moyen de dissuasion. Mais lorsque cela a échoué en février 2022, les sanctions sont devenues réactives, plutôt que préventives. D'autres lignes rouges cherchaient à prévenir les attaques contre les civils et à restreindre l'impact de la guerre localement. Mais celles-ci aussi ont été franchies lorsque l'armée russe a ignoré les limites et visé des zones civiles. Appel. Malgré les appels à des enquêtes sur les crimes de guerre et à des mandats d'arrêt, les résultats concrets se font attendre. La Russie, de son côté, a établi ses propres limites, à maintes reprises. La plupart des lignes rouges de Poutine visent à restreindre l'engagement de l'OTAN dans la guerre, de l'interdiction de l'aide militaire occidentale au rejet des dons de chars, avions de chasse et missiles longue portée. Poutine a menacé à maintes reprises de conséquences, faisant souvent référence à la politique de dissuasion nucléaire russe pour appuyer ses avertissements. Mais la plupart de ces lignes ont été ignorées ou soigneusement contournées par l'OTAN. Lorsque la Russie s'est opposée à l'envoi de missiles ATACMS par les États-Unis en Ukraine, l'OTAN a préféré envoyer des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. Avec une 160 miles, ces missiles sont restés un temps en deçà de la limite déclarée par la Russie. L'Ukraine a utilisé des Storm Shadows pour cibler les lignes d'approvisionnement russes dans le Donbass et en Crimée, obligeant la Russie à éloigner son équipement hors de portée. Le retrait a poussé l'OTAN à fournir des armes d'attaque à l'Ukraine, renforçant ses capacités à longue portée. Mais comment l'OTAN a-t-elle réellement contré les lignes rouges de la Russie ? En déjouant le bluff de Poutine. L'OTAN a maintes fois parié avec raison que les menaces de la Russie ne se concrétiseraient pas. Mais pourquoi ce pari a-t-il été payant ? L'OTAN avait deux bonnes raisons de prendre ce risque. D'une part, la Russie a effectivement commencé la guerre en franchissant l'une des premières lignes rouges établies entre les deux entités et a tenté à plusieurs reprises de menacer davantage l'Ukraine en annonçant de plus en plus de lignes rouges restrictives de son propre chef. En fait, l'agression que la Russie a montrée contre l'Ukraine a commencé bien avant 2022 et en réalité dès 2014 avec l'annexion de la Crimée, quand le conflit est devenu une invasion. L'OTAN a pensé, peut-être à raison, que la Russie jouerait l'agresseur, peu importe le nombre de lignes rouges franchies par l'organisation. Deuxièmement, les lignes rouges de la Russie étaient souvent suivies de commentaires vagues, suggérant que les actions de l'OTAN seraient vues comme des violations géopolitiques et stratégiques, poussant la Russie à riposter avec l'arme nucléaire. Toutefois, quand la Russie a franchi les premières lignes rouges sans riposter directement contre l'OTAN, l'Alliance a commencé à douter de la véracité des menaces. L'une des rares façons dont la Russie pourrait affecter l'économie de l'U était de déconnecter l'Europe centrale de l'approvisionnement en gaz naturel russe. Cependant, les États-Unis et la Norvège sont devenus de grands exportateurs vers les pays européens, rendant l'OTAN indépendante des ressources russes. De plus,
Les menaces nucléaires répétées de la Russie sont devenues moins effrayantes, d'autant plus que l'OTAN avait déjà contraint la Russie à concentrer son économie et son armée sur l'Ukraine plutôt que sur l'OTAN. Par ailleurs, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni conservent des stratégies de dissuasion nucléaire étendues et des systèmes de détection de lancement. Si la Russie décidait d'utiliser des armes nucléaires contre l'OTAN, elle devrait probablement dépenser la majeure partie, voire la totalité de son arsenal en une seule fois pour tenter une première frappe dévastatrice contre ces trois nations. La stratégie n'a apparemment pas séduit la Russie, considérant que les États-Unis étaient suffisamment éloignés pour monter une contre-attaque à temps, une qui aurait un effet beaucoup plus dévastateur sur la Fédération de Russie en comparaison. La discussion entre le Royaume-Uni et la France sur l'aide directe à l'Ukraine, leur suggestion que l'OTAN cesse de reconnaître les lignes rouges russes et agisse sur un axe séparé en créant leurs propres lignes rouges, révèle un problème bien plus profond. L'OTAN n'a plus beaucoup de raisons de croire aux menaces de Poutine sur ce qu'il pourrait faire ou ne pas faire concernant l'aide continue de l'OTAN en Ukraine. Barrot a suggéré que le Royaume-Uni et la France sont ouverts à demander à l'OTAN d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance. L'adhésion à l'OTAN offrirait à l'Ukraine la protection de l'article 5, obligeant les membres à fournir un soutien militaire pour défendre le territoire de chaque pays membre. La possibilité que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN a été un élément clé du déclenchement du conflit en premier lieu. La Russie voyait l'expansion de l'OTAN comme une menace pour sa sécurité. L'invasion de l'Ukraine offrait une solution multidimensionnelle à ses problèmes diplomatiques, économiques et démographiques durables. L'Ukraine s'est de plus en plus alignée avec l'Occident ces 20 dernières années, s'éloignant de la Russie. Poutine a utilisé la menace d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme justification pour envahir le pays. Bien que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit un objectif majeur du gouvernement ukrainien depuis un certain temps, ce plan comporte quelques problèmes. Premièrement, l'OTAN a un ensemble de critères quelque peu confus et vagues lorsqu'il s'agit de déterminer réellement si un pays peut rejoindre l'Alliance. L'une des exigences les plus souvent citées est que le pays doit mettre en œuvre des réformes économiques et de défense nationale pour se mettre en phase avec le reste de l'Alliance. Cependant, le pays doit aussi résoudre les problèmes politiques et territoriaux restants. La guerre en cours en Ukraine serait certainement considérée comme un obstacle à la seconde condition, puisqu'une partie du territoire ukrainien est techniquement occupée et administrée par la Russie pour le moment. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré être ouvert à ce que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, avec le territoire actuel sous administration ukrainienne, bénéficiant immédiatement de la protection de l'Alliance. Toutefois, la partie occupée de l'Ukraine demeurerait sous administration russe en attendant une solution diplomatique. Cependant, Zelensky insiste sur le fait que l'Ukraine ne rejoindra l'OTAN que si celle-ci reconnaît les anciennes frontières ukrainiennes, celles qui précèdent l'invasion de 2022. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN durant la guerre en cours mettrait l'Alliance dans une position délicate, car cela pourrait déclencher l'article 5 et obliger ses membres à intervenir. Cela provoquerait une guerre directe entre la plupart de l'Europe, les États-Unis, le Canada et la Russie, qui risquerait de s'aggraver si la Chine et l'Iran, alliés russes, s'impliquaient. Mais si l'Ukraine signe un armistice et devient membre de l'OTAN en ne contrôlant que partiellement son territoire, il est impossible de dire comment l'OTAN pourrait contraindre la Russie à céder les zones occupées. Cela a conduit l'OTAN à se diviser en deux camps. L'un des camps est dirigé par les États-Unis et l'Allemagne, les deux plus grandes économies de l'Alliance, qui sont fermes sur le maintien de l'engagement actuel de l'OTAN, ne fournissant qu'une aide indirecte par le biais de dons, pour laisser la guerre atteindre sa conclusion en temps voulu. L'autre camp, mené par la France et le Royaume-Uni, propose des approches de plus en plus radicales pour gérer le problème, y compris le déploiement potentiel de leurs troupes en Ukraine. Cependant, il existe un désaccord sur cette idée, même au sein de ces pays. David Lammy, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, a déclaré que le Royaume-Uni ne prévoit pas actuellement d'envoyer des troupes à l'étranger. La fin de la déclaration évoque le débat actuel sur une potentielle implication plus grande des membres dans le conflit. Le Royaume-Uni a été un important donateur pour l'Ukraine, fournissant du matériel moderne à longue portée comme les missiles Storm Shadow et une formation cruciale aux forces ukrainiennes sur l'utilisation des équipements militaires occidentaux. L'AMI a cependant affirmé que le pays est résolu à préserver son engagement dans le conflit, sans toutefois déployer de soldats dans une zone de guerre active. Les déclarations quelque peu contradictoires des autorités britanniques et françaises ont mis un frein à une possible escalade militaire du côté de l'OTAN. Cependant, les deux gouvernements ont convenu que l'OTAN a intensifié ses efforts de défense nationale indépendante, en particulier en Europe de l'Est. Cela suggère que l'OTAN, même si elle n'est pas prête à déployer ses troupes en Ukraine, a probablement des plans pour un éventuel conflit direct avec la Russie,
indépendamment de la guerre actuelle en Ukraine. Cela découle de la croyance que l'OTAN ne considère plus la Russie comme digne de confiance pour respecter les frontières et les accords internationaux. Le risque d'un conflit OTAN-Russie est lié à l'histoire entre certains pays et la Fédération russe. Il s'agit notamment des États baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie, qui faisaient partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques et ont rapidement adhéré à l'OTAN après leur indépendance. L'autre est la Finlande, qui partage une longue frontière avec la Russie et qui a perdu plus d'un dixième de son territoire lors d'une guerre contre l'Union des républiques socialistes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. La Finlande et la Russie se sont récemment opposés sur des problèmes frontaliers, la Finlande affirmant que la Russie profite de la crise migratoire en Syrie et au Moyen-Orient pour submerger son système judiciaire et d'immigration via leurs frontières communes. Cela a conduit la Finlande à fermer la plupart des passages frontaliers avec la Russie, et la Russie a renoncé à des accords déjà précaires entre les deux nations. Mais il y a une autre menace pour l'OTAN, au-delà de la Russie, le conflit interne. L'Alliance requiert un accord entre ses membres sur des changements de politique drastiques pour décider d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine. Les États-Unis, surtout sous la présidence de Joe Biden, ont adopté une approche plus passive, interdisant à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée fournies sur le sol russe jusqu'en 33 mois après le début de la guerre. L'administration Biden a finalement changé de cap lorsqu'il est devenu évident que l'industrie des armes domestiques de l'Ukraine avait déjà réussi à créer des solutions de guerre à longue portée via des drones. Cela a permis de contourner plus de lignes rouges russes, tout en aidant l'Ukraine à exercer davantage de pression grâce à son offensive à longue portée. Le fait que les menaces nucléaires de la Russie sur l'OTAN aient effectivement servi à retarder plusieurs envois importants d'aide militaire, a montré que l'Alliance était encore hésitante en raison de sa croyance en la volonté de la Russie d'aller loin dans la guerre, du moins jusqu'à il y a quelques mois. Et plus récemment, il y a une autre grande raison pour l'OTAN de commencer à avoir plus de débats internes, le changement d'administration aux États-Unis. Avec le président élu Donald Trump, qui a remporté les élections américaines de 2024, le 20e janvier 2025, et la date prévue pour l'investiture du nouveau président. À ce moment-là, les politiques de l'administration Biden seront probablement revues et modifiées pour mieux correspondre aux aspirations géopolitiques de Trump. Trump a déjà déclaré fermement que les membres de l'OTAN ne contribuaient pas suffisamment. Dans l'esprit de Trump, la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest ont éludé leurs responsabilités envers l'Alliance, en particulier en ce qui concerne le maintien d'une force active importante et la fourniture du budget de défense nationale, recommandé, de 2% de leur produit intérieur brut national. Malgré des progrès partiels réalisés par certains pays, il faudra encore du temps avant que les membres de l'OTAN n'achèvent la mise en œuvre des réformes de défense nationale entamées au début des années 2020. Le budget militaire du Royaume-Uni est resté proche de 2% pendant 20 ans, avec une forte baisse à environ 3,5% après la guerre froide. Cela est encore exacerbé par le fait que le pays perd lentement des portions de ses forces armées. Les actuels 184 000 personnels, représentant une diminution de 14% par rapport aux chiffres de 2012 et tombant en dessous de 80 000 troupes actives au début des années 20. Selon certains analystes, l'armée britannique actuelle est très mal préparée pour une guerre prolongée et à grande échelle, comme celle en Ukraine. La principale proposition serait d'augmenter les dépenses à au moins 3% du produit intérieur brut du pays, bien au-delà du minimum recommandé. Cela conduirait le Royaume-Uni à avoir un budget militaire d'environ 80 milliards par an, ce qui représenterait environ un dixième du budget américain, et permettrait au pays de devenir le 4e plus grand dépensier au monde, derrière la Chine et la Russie. Le budget permettrait d'améliorer l'effectif, la préparation au combat, et la modernisation des systèmes de dissuasion nucléaire des forces britanniques. La France doit affronter divers problèmes. Le gouvernement français a reconfiguré son armée en une force coopérative axée sur les opérations militaires internationales et les forces conjointes avec d'autres membres de l'OTAN. Cela a permis à la France de développer l'un des plus hauts potentiels de réponse rapide à l'étranger et de réponse tactique rapide à la fois en Europe et sur d'autres continents. Cependant, l'armée française elle-même a également perdu en effectif ces dernières années. Et l'accent mis sur la coopération internationale pourrait signifier que l'attention du pays sur ses propres défenses a pu être réduite ces dernières années. Il ne serait donc pas surprenant que le Royaume-Uni et la France aient des objectifs similaires à l'OTAN, principalement en renforçant les défenses collectives face à la Russie. Les deux pays ont des armées parmi les plus éprouvées au combat, avec des siècles d'expérience militaire guidées par les États-Unis. De plus, la France et le Royaume-Uni possèdent des arsenaux nucléaires et des politiques de dissuasion nucléaire indépendantes, bien que moins importants que ceux de la Russie et des États-Unis.
Cela nous ramène à la question de la nouvelle administration Trump. Même si Trump reconnaît les progrès réalisés par l'Alliance pendant les 4 années suivant son premier mandat, on ne sait pas s'il continuerait à poursuivre une politique anti-OTAN après le jour de l'inauguration. Si les États-Unis changent radicalement leurs politiques en faveur de l'OTAN et envisagent de quitter complètement l'Alliance, cela signifierait que l'OTAN perdrait la plus grande économie et armée mondiale, paralysant pratiquement ses capacités défensives. Les nations européennes réunies gagneraient une guerre contre la Russie, sauf si cette dernière utilise l'arme nucléaire. Plus important encore, sous Trump, les États-Unis pourraient chercher à approfondir leurs relations avec la Russie, comme lors de son premier mandat. Cela pourrait inciter Poutine à des actions plus offensives en Ukraine et ailleurs, dont certaines échapperaient au contrôle de l'OTAN. L'Ukraine et la Russie savent que la nouvelle présidence américaine pourrait changer le cours de la guerre, car les États-Unis ont une influence majeure dans l'OTAN, ce qui a permis à l'Ukraine de mener le conflit aussi longtemps. L'intensification des attaques russes dans le Donbass et la présence d'armes balistiques plus destructrices suggèrent qu'elle préparerait une offensive de grande ampleur pour début 2025 afin de proposer un traité de paix sous l'égide de Trump. Alors que les analystes ont précédemment suggéré que la guerre ne se terminerait probablement pas en 2025, le changement de position géopolitique des États-Unis pourrait modifier ces estimations. C'est au reste de l'OTAN de prendre des mesures plus déterminées et plus étendues pour s'assurer que les États-Unis restent alignés avec l'Alliance après le changement d'administration. La France et le Royaume-Uni devraient rester des acteurs et influenceurs majeurs sur ces décisions. Néanmoins, des préoccupations subsistent. Aucun des deux pays n'est prêt à prendre des décisions immédiates concernant l'Ukraine, surtout en termes d'implication militaire directe. Si cela continue, l'OTAN pourrait perdre l'avantage dans le récit pro-défense qu'elle a maintenu au cours des dernières années. Que pensez-vous de la possibilité que le Royaume-Uni et la France aillent à l'encontre de la position américaine et tentent d'impliquer davantage l'OTAN dans le conflit avec la Russie? Ou les États-Unis prévaudront-ils dans leur approche attentiste? Laissez vos commentaires ci-dessous, et merci de nous avoir regardés. Allez maintenant voir 800 000 troupes militaires de l'OTAN et des États-Unis prêtes à entrer en Ukraine. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.